Bonjour à tous. Donc j'ai la chance d'accueillir pour évoquer le thème des financements sous forme de dette, du secteur de la défense, Olivia Noiron-Hérin, qui a plus de 20 ans d'expérience en France et à l'international dans les transactions services, le corporate finance, le restructuring et le financement. Donc Olivia travaille chez Siena, un fonds de la galaxie Bruxelles-Lambert, où elle co-dirige le fonds Siena Héphaïstos, spécifiquement dédié au financement en dette privée des PME et ETI de la défense en France et en Europe. Olivia connaît bien ce secteur et à ce titre est aussi auditrice de l'IHEDN. J'accueille Eric Galerne qui a une longue carrière dans le financement LBO, financement d'acquisition, et qui travaille chez Euraseo. Il co-dirige l'activité dette privée qui capitalise 10 milliards d'actifs. Euraseo a déjà investi dans les sociétés connexes de la défense, e-tracing entre autres, et Commande AI. Donc Eric vous décrira plus avant les forces et contraintes qui sont les siennes. Donc Olivia, je reviens vers vous, puisque vous êtes en plein sur le sujet avec ce fonds dédié. Comment se passe cette levée de fonds? On a déjà évoqué ce sujet lors des tables rondes différentes, avec des plus et des moins. Et quels sont les retours de vos investisseurs sur cet aspect financement sous forme de dette? Alors, moi d'abord, je vais saluer Lionel qui a quand même tracé la voie des fonds spécialisés dans la défense. Donc nous, on a démarré le projet il y a 1 an. Avec exactement la même démarche que Lionel, qui est de dire un market sounding, un appui nécessaire des investisseurs de la sphère parapublique. Et la différence, c'est que au bout d'1 an, donc on va faire notre premier closing d'ici septembre, avec un objectif de levée significatif qui était celui qu'on s'était donné pour le premier closing. Et c'est là-dessus où je compléterai ce que Lionel a dit, c'est qu'on a vraiment vu également un changement de paradigme. Mais nous, le changement de paradigme, on l'a vu à partir du mois de mars. D'abord, il y a eu le discours de Munich, et ensuite, il y a eu la table ronde qui a été organisée à Bercy, où il y a 1 an, les investisseurs qu'on rencontrait, tout le monde nous rencontrait, mais avec la question qui était de dire « est-ce que je veux investir dans la défense ?» Aujourd'hui, les investisseurs ne se posent pas la question de savoir s'ils veulent investir dans la défense, ils se posent la question de savoir comment ils vont investir dans la défense. Et c'est là où, effectivement, ça laisse également encore la question de l'adéquation de la stratégie d'investissement qu'on peut avoir avec les besoins et les attentes des investisseurs institutionnels. Parce que nous, effectivement, notre catégorie d'investisseurs, c'est du parapublic, et ce sont des investisseurs institutionnels, mutuelles, assurances, etc. Alors vous, Eric, vous n'êtes pas sur un fonds dédié, donc quelles sont vos contraintes, j'allais dire, dans la mesure où pour investir sur ce secteur de la défense? Bonjour à tous et à toutes, et merci, merci pour l'invitation. Juste rapidement, je vais pas pour repositionner Euraseo. Euraseo, c'est 36 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Nous sommes cotés avec, je dirais, différents verticaux stratégiques, que ce soit le LBO en equity majoritaire, upper mid, je dirais small mid, mais également sur le capital développement, le capital risque, l'immobilier. Et je dirais ici, la dette privée, effectivement, 10 milliards d'euros d'actifs gérés. Alors, les contraintes, je dirais d'abord, l'investissement dans la défense a toujours existé chez nous. C'est marginal, c'est vrai, on l'a fait via les entreprises connexes. Alors, je ne vais pas faire de name dropping, d'abord parce qu'il y a aussi des sujets de confidentialité. Toutes les entreprises n'ont pas nécessairement envie qu'on communique, je dirais, sur le fait qu'on ait pu les accompagner, petites comme grandes, ici. Les contraintes, elles sont bien évidemment internes. Nous avons des politiques d'exclusion. Nous sommes là en ce moment en train de les repeigner. Alors,
On va être dans la nuance, bien évidemment. Je ne vais pas reprendre tout le débat qu'il y a eu sur létalité, non-létalité. Il y aura bien sûr aussi le sujet évident, on ne fera pas de non-conventionnel. Voilà, si on ouvre, on restera sur le conventionnel. Mais ce ne sont pas, ça c'est des contraintes qui sont internes. On a aussi des contraintes qui sont liées à la typologie même de nos investisseurs. On a une base d'investisseurs internationale, institutionnelle, donc eux-mêmes, je dirais, ont leurs propres contraintes avec lesquelles on doit composer. Et puis, il y a des contraintes externes qui ont été aussi évoquées, qui sont des contraintes réglementaires, qui posent des vrais sujets sur la liquidité. Alors, c'est un peu moins vrai pour nous en tant que prêteurs, puisqu'on peut être refinancé. Donc, on a une capacité, finalement, je dirais, à retrouver de la liquidité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les marges de progression, elles existent. Maintenant, je ne suis pas capable de les quantifier et on restera toujours un fonds généraliste. Et Eric, quels sont les tickets, finalement, pour être pratique, quels sont les tickets que Eurazeo met dans les opérations sur lesquelles il intervient dans la défense et ailleurs d'ailleurs? Alors, d'une manière générale, parce qu'effectivement, la défense reste marginale et on le fait à travers, comme je dis, des activités connexes. On est un acteur de la PME et de l'ETI, pour que les choses soient bien claires. Depuis, je dirais, l'existence et le démarrage de nos activités en 2007, on a financé peu ou prou autour de 250 entreprises à travers l'Europe. Ce sont des entreprises qui sont très massivement, je dirais, sous capitaux privés. On travaille, on est très corrélé, nous, au monde du capital du private equity, majoritaire. C'est important de le souligner, puisque finalement, je dirais, nos contraintes sont aussi les contraintes du private equity. Donc, nécessairement, je dirais, tout ce qui va déverrouiller ou aider côté private equity nous aidera à nous aussi côté dette privée. Et donc, les tickets, on va de 25 millions d'euros. Je vais donner un spectre assez large. 25 millions d'euros jusqu'à 250 millions d'euros. Et on est on va dire, sur une taille médiane autour de 50 millions d'euros. Et vous, Olivia, donc, puisque c'est un fonds dédié et spécifique avec un spectre peut-être un peu différent? Exactement. Donc nous, typiquement, le fait que ce soit dédié à la défense, on a regardé les tailles de tickets, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de PME, ETI dans la défense qui sont d'une taille relativement petite. Donc nous, on ne pourra pas aller vers des entreprises innovantes avec pas encore de rentabilité. Néanmoins, on va aller vers des entreprises où notre taille de ticket, elle va être entre 5 et 20 millions d'euros. Et je pense que c'est ça qui est important et intéressant quand on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est de se rendre compte qu'on parle tous de besoins colossaux dans le secteur, mais la réalité, c'est la complémentarité et la diversification, la diversité des besoins. On ne finance pas en dette la même chose qu'en equity. Souvent, quand on fait une transaction equity, on a besoin de dette avec. Eric et Eurazeo, vous êtes sur des tailles de tickets sur lesquelles nous, on n'ira jamais. Donc, ce sera des tailles d'entreprise sur lesquelles nous, on ne sera pas forcément compétitifs ou on ne pourra jamais venir seul. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, effectivement, généraliste, spécialiste. Nous, le fait d'être spécialiste, on est plus flexible. C'est un secteur qu'on va connaître et sur lequel on est déjà pas mal monté en compétences. Et c'est un secteur sur lequel notre stratégie d'investissement qu'on a vendue à nos investisseurs est adaptée, que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes d'approche ESG, parce que alors depuis le 20 mars, moi j'ai entendu un petit peu auprès des PME, ah bah c'est bien, on va plus nous embêter avec l'ESG. Non, 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 pas du tout. Donc nous on est article 8, donc l'ESG et la défense sont compatibles. C'est un secteur aujourd'hui, si on prend un peu de recul, ce qu'on dit c'est qu'il faut totalement normaliser le secteur. Donc si d'autres entreprises, d'autres secteurs sont soumises à des due diligence ESG, et ben chez nous, on va appliquer les mêmes due diligence ESG aux entreprises qui seront dans ce fonds défense. Les problématiques de décarbonation, ben on en a parlé tout à l'heure, elles ont les mêmes. Les problématiques sociétales également, et les problématiques de gouvernance de la même façon. Donc ça, c'est vraiment... mais en revanche, effectivement, avec une adaptation aux contraintes et aux spécificités de ce secteur-là. Donc c'est là-dessus où je pense qu'on a besoin de tout le monde. Donc un spectre un peu différent aussi. Exactement. Dans la nature voilà. de ce que vous pouvez financer. Alors nous, oui. Nous, ce qu'on finance, même chose, on a adapté la stratégie d'investissement. Donc ça va être du CAPEX.
de la croissance organique avec du financement de BFR, mais pas le BFR à 6 mois. Ce n'est pas de la facturage ou autre, c'est du BFR long terme. Parce que quand vous avez votre carnet de commandes qui augmente de 30 ou 40%, vos stocks, c'est sur les 5 ou 10 prochaines années qui vont augmenter de 30 ou 40%. Et également le build-up et la croissance externe, parce que, comme vous le dites, quand on fait une opération de croissance externe, ça passe par de l'equity, mais ça passe également par de la dette. Donc le fait d'avoir choisi cette thématique sectorielle, on s'est offert une certaine flexibilité pour dire on fait de la dette senior, mais dans la dette senior, on adresse différentes formes de besoins de ces entreprises-là. D'où l'approche thématique sectorielle. Donc finalement, des complémentarités en termes de taille, en termes de besoins finançables, et vous, plus spécifiquement, une poche défense, Eurazeo plus généraliste, mais peut néanmoins accompagner l'ensemble de ses clients. Alors, tout à fait. Nous, on est alors j'en profite pour préciser effectivement que, étant aussi article 8, mais ça n'est pas la raison qui nous conduit à intégrer, je dirais, l'ESG dans l'ensemble de nos investissements. Donc, il y a effectivement, je suis d'accord avec Olivier, il n'y a pas d'incompatibilité. Quand nous, notre sujet, ça reste de reconsidérer de manière nuancée, je dirais, les politiques d'exclusion. Ça n'a rien à voir avec l'ESG. L'ESG est au cœur de nos stratégies. L'intégralité de nos financements, je dirais, comprennent des critères de ce type, et avec d'ailleurs une rémunération associée, c'est-à-dire une bonification ou alors un malus en cas de non-respect. Alors on reste dans le raisonnable, bien évidemment. Et pour revenir sur ce que nous finançons, je pense qu'effectivement tu as raison, on est complémentaires par rapport à la taille des tickets, par rapport aussi au fait que nous ne serons jamais des experts. Donc on ne viendra pas, je dirais, de ce point de vue-là, concourir contre les fonds spécialisés. En revanche, on a une vraie dimension sur la transmission. C'est-à-dire qu'on est dans un marché aujourd'hui en Europe, d'une manière générale, qui est un marché qui se consolide. Il y a des vrais sauts générationnels qui sont en train de se produire, qui concernent bien évidemment aussi les entreprises du secteur de la défense. Et de ce point de vue-là, nous faisons partie des acteurs, je dirais, essentiels de la transmission. Le monde du LBO est un monde de transmission. Et aujourd'hui, quand je regarde les opérations que nous faisons, autour de 60% au moins de nos opérations sont exclusivement des opérations qu'on appelle de buy and build, c'est-à-dire qu'on vient financer, suite à l'acquisition d'une plateforme, aux côtés d'un fonds majoritaire, on vient financer une séquence finalement de croissance externe sur des horizons relativement courts, en moyenne autour de 2 ans. Merci à vous deux et je passe la parole à Jérôme Louvet, qui est directeur général délégué du groupe Adit, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui va nous faire un retour d'expérience sur la transformation d'une PME en ETI. Ah.